chères auditrices, chers auditeurs du Camp de Base, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série. Après les rivières, j'ai accompagné cette année les étudiants en M2 Communication et Culture Scientifique à l'Université Grenoble-Alpes dans la réalisation et la production d'une série en 4 épisodes sur les forêts alpines. Merci à elles et eux pour leur participation et leurs magnifiques épisodes que vous pourrez écouter cette semaine du lundi au jeudi sur le fil du podcast. À très vite dans le Camp de Base. Dans ce deuxième épisode, au sommet. nous allons nous intéresser à l'histoire du pastoralisme et notamment comment cela façonne encore aujourd'hui nos paysages de montagne. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de divers acteurs de ce milieu qui nous ont transmis leurs connaissances et leurs savoirs, mais aussi les enjeux auxquels ils sont confrontés. En marchant en montagne, au détour des bosquets, il arrive de sortir de la forêt. Cette prairie qui s'ouvre devant nos pas paraît être un cadeau de la nature, tombant à pic pour contempler la vue ou sortir son pique-nique. En apparence naturelle, il n'en est pourtant rien. Vous les entendez ? Ces troupeaux qui se baladent, c'est grâce à eux que ce bout de paysage voit le jour. Ce pâturage d'espaces naturels par des ruminants s'appelle couramment le pastoralisme. En montagne, cela consiste à faire pâturer les animaux en altitude, généralement entre la mi-mai et la mi-octobre, suivant les conditions climatiques. Ces activités pastorales maintiennent les pelouses alpines ouvertes, que l'on appelle alpage. Mais attends, pastoralisme et activité pastorale, c'est bien la même chose. En fait, on commence à parler d'espaces pastoraux quand il y a des enjeux pluriels. Bruno Caraguel, directeur de la Fédération des alpages de l'Isère. Quand on commence à parler d'espaces pastoraux, ça veut dire que ça supporte des activités pastorales et d'autres activités. Et on parle de moins en moins de pastoralisme. Si on prend l'étymologie du mot, le isme, c'est la science. Donc on parle moins de pastoralisme, même si ça reste communément utilisé. Si on veut rentrer dans le sujet, il faut vraiment dissocier les activités pastorales, c'est ce que font les éleveurs et les bergers et leurs troupeaux, des espaces pastoraux qui portent un ensemble de ressources à cultiver, un ensemble d'activités qui vont appeler des régulations entre elles, et un ensemble d'enjeux qui seront de la biodiversité, de l'eau potable, du paysage, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est chaque territoire qui vient composer sa liste d'enjeux en fonction de ce qu'il voit, de ce dont il a besoin. Puis les enjeux sont faits pour changer. Et c'est sur ces enjeux que viennent se poser des stratégies de concertation, de politique, des gouvernances diverses, quoi. Beaucoup d'enjeux sont liés aux activités pastorales en montagne. Mais dans ce cas, pourquoi avons-nous commencé à faire pâturer des animaux d'élevage là-haut, alors que les conditions d'accès y sont souvent difficiles et que la forêt occupe une grande partie de l'espace ? Bien évidemment, chaque territoire a ses propres raisons. Seulement, cette démarche répond avant tout à un besoin, et en général à celui en herbe. Rémi, berger dans le massif des Aravis, nous raconte les origines de 2 alpages, celui du Landion où il travaille et celui du Larieux, mais aussi de son rapport à la forêt. Moi, en tant que berger, la forêt c'est un peu mon ennemi. Je suis un peu là pour lutter contre la fermeture de l'alpage. Les premières prairies que vous avez vues, elles étaient à 900 mètres d'altitude, les dernières elles sont à 1700, ça fait un alpage très étendu. Mais un alpage qui serait quasiment exclusivement forestier. Sur l'eau, il y a quelques pentes fortes où les avalanches font un peu de ménage, on va dire. Bon, ça marche tant qu'il y a de la neige, mais sinon, s'il n'y avait pas de pâturage sur l'alpage, on serait en forêt d'un bout à l'autre, quoi, du bas jusqu'en haut, globalement. Les 2 alpages, c'est des alpages qui ont été reconquis en 1976, grande année de sécheresse, où ça manquait d'herbe pour les élevages en bas en vallée, et du coup, ils sont retournés chercher la ressource en herbe dans les endroits difficiles, puisque pâturer en montagne c'est difficile, mais c'est un peu ça qui a sauvé certains alpages comme celui-ci et celui d'à côté. On y a vu une ressource importante, notamment pour pallier à la sécheresse à cette époque-là. Pour résumer cette notion de reconquête agricole, partons à la rencontre des différents acteurs au Festival Pastoralisme et Grands Espaces.
Castex, je suis chargée de mission agriculture à la communauté de communes du Grésivaudan. Dans le Grésivaudan, on fait de la reconquête agricole, donc c'est-à-dire que par exemple tout Beldon avant c'était très agricole, ensuite la forêt est venue beaucoup gagner, l'agriculture a reculé et maintenant on essaie de redébroussailler des zones qui étaient agricoles pour les redonner au pastoralisme. Et ça redonne des espaces de marge de manœuvre pour l'alimentation des troupeaux justement. Donc ils essayent aussi de valoriser ces zones d'ombre. Dans les coteaux, il y a des zones comme ça qui sont plus à l'ombre, où la ressource reste plus disponible. Et voilà, d'essayer de retrouver quelques surfaces pour l'alimentation des troupeaux. Donc soit diminuer les cheptels, soit augmenter les surfaces. Pourquoi la forêt a pris les dessus sur les terrains pastoraux ? Alors ça, historiquement, déjà il y avait plus d'agriculteurs. Le bois était très exploité, très utilisé pour le bois de chauffage et pour différentes utilisations sur le territoire. Voilà, donc l'un dans l'autre, plus d'agriculture et plus d'utilisation du bois. Donc avant c'était beaucoup plus ouvert. Et il y a eu moins d'agriculture et on a eu moins d'utilisation du bois, donc ça a reculé quoi. Les espaces en montagne se sont donc ouverts suite à l'intensive coupe de bois pour chauffer les éleveurs habitant les montagnes. Une autre pratique fut celle d'utiliser le bois pour le charbonnage entre le 19e et le 20e siècle, suite à l'arrivée des Italiens fuyant la pauvreté de leur pays. Ils travaillent alors comme bûcherons aux scieries, mais aussi en tant qu'ouvriers. Ces pratiques ont toutes eu une influence sur le paysage montagnard, notamment dans la région de Beldon. Bruno, de la Fédération des alpages de l'Isère, nous raconte. Mais comme sont arrivés aussi les Italiens, pareil, fin du 19e et début du 20e, même jusqu'à la dernière guerre, c'était des bûcherons. Donc ils faisaient à la fois du bois pour les scieries, mais surtout ils faisaient du charbonnage. Et donc ils faisaient des piles de bois qui brûlaient. Et partout dans les forêts ici, on trouve des places de charbonnage. Et eux, ils ont donc fabriqué du charbon qui a fabriqué toute l'ère industrielle dans laquelle on est, et le début du capitalisme, avec le partage des tâches, beaucoup d'énergie, dont le charbon, et pas que le charbon, des mines. En tout cas, chaque paysage est fabriqué par son histoire. Et si on revient sur Beldon, vous verrez qu'on a un paysage qui est très bocagé, en fait, qui est, j'allais dire, presque jardiné. Et ça, c'est tout simplement parce que pendant très longtemps, c'est-à-dire 15-20 ans, il y avait beaucoup d'usines en bas, et surtout de ce côté-là, de la rive gauche de l'Isère. Il y avait beaucoup d'usines sidérurgie, papeterie et chimie. Et qu'en fait, les paysans d'ici étaient à la fois ouvriers à l'usine, donc ils faisaient leurs 40 heures, puis 35 heures sur la fin, et paysans en même temps. Mais ça continue. Et beaucoup de paysans sont encore employés communaux, travaillent à l'usine, le peu d'usines qui restent. Et ça veut dire qu'on a des gens qui sont beaucoup plus dans la finesse de l'entretien, c'est-à-dire qu'ils vont gérer leur paysage de manière patrimoniale, et ils vont pas gérer comme dans la Beauce où on rassemble les terres pour labourer tout ça et avoir une productivité optimale. Là, on a toujours cette recherche de productivité, forcément. En plus de ça, il y a le soin apporté aux espaces agricoles, mais j'ai envie de dire à la brosse à dents, quoi. Tout est jardiné ici, c'est assez rigolo. Chaque paysage est fabriqué par son histoire et par tous ces animaux qui le pâturent, le traversent et l'habitent. À nouveau, lors du festival Pastoralisme et Grands Espaces, nous avons fait la rencontre d'un éleveur retraité, Roland Bouvier, qui a pu observer l'évolution du paysage de son alpage en 45 ans de carrière. Mes parents, mes grands-parents étaient agriculteurs, mais il n'y avait pas de brebis à l'époque. J'ai débuté les brebis en 83 et je suis monté en 85 la première fois sur un alpage. Donc depuis, j'ai jamais changé d'alpage. J'ai toujours resté, donc ça permet de voir l'évolution qu'on a eue au fil du temps, de voir l'évolution sur le prédateur, et puis de voir maintenant aussi l'évolution sur le changement climatique, puisqu'on a mis donc l'alpage du col du Coq, on a 200, c'est un petit alpage mais qui a assez d'herbe. On a mis 1700, 1800 brebis. Actuellement, on est plus autour de 1200, 1300. Et en 45 ans, est-ce que vous avez vu aussi des transformations entre ces zones pastorales et la cohabitation avec la forêt ? Alors, c'est sûr qu'en mettant moins de bêtes, à la limite, les feuillus commencent à prendre un peu le dessus. Surtout s'il y a des zones où on va un peu moins.
Et là, la forêt, en 5-6 ans, elle peut très vite reprendre le dessus. Les brebis ne mangent pas tellement les feuilles des feuillus, donc ça peut aller très très vite. L'idéal, c'est des fois d'avoir un peu un petit troupeau de chèvres quand on peut, avec le troupeau de brebis, surtout des chèvres de rove, qui vont plus faire du débroussaillement que les brebis. Et puis, on a des zones où on parque les brebis avec des filets pour leur obliger à manger. Sur l'alpage, on a des mesures agro-environnementales qu'on doit respecter. Et il y a des zones qu'on nous demande de plus faire pâturer. Donc là, on est obligé de les parquer en filet pour qu'elles raflent. Donc on a des zones comme ça. On a des zones de défense pour le tétralyre. Donc soit des endroits où il faut vraiment qu'on évite de les mettre avant le 15 août, soit des endroits où ils mettent, on est sur un alpage départemental, nous, où ils mettent carrément, on pose des filets pour pas que les brebis aillent pâturer ces endroits-là. On a une zone de défense à un endroit pour le papillon Apollon. Donc là, c'est pareil, c'est des filets pour pas que les brebis elles aillent sur un petit secteur pour que le papillon puisse être tranquille. Donc ça a changé aussi notre façon de travailler. Malgré des pratiques en évolution, ces terrains ouverts continuent de créer une mosaïque de milieux variés, nous offrant de nombreux services. On les nomme services écosystémiques. Ils permettent de répondre à nos besoins, mais également à ceux de la biodiversité. On va rentrer beaucoup plus dans le fonctionnement des écosystèmes, c'est-à-dire que le pâturage de lui-même, en fait, il favorise complètement les strates herbacées, parce qu'il va y avoir du piétinement, il va y avoir des apports de matière organique. Les pelouses supportent très bien le pâturage, en fait, et c'est même l'écosystème qui est favorisé par le pâturage, entre le transport de graines dans la laine, dans les fesses des animaux, et le reste, en fait, on a d'emblée des prairies qui s'installent. Les prairies d'alpage stockent énormément de carbone. Elles ont un système racinaire très dense et le fait qu'elles soient broutées ou fauchées, l'herbe repousse et donc ça restocke à chaque fois. Donc ça stocke beaucoup de carbone. Donc ça c'est le point positif. Après le risque c'est que c'est comme si on ouvrait la porte d'un frigo, si on labourait ces prairies, ça pourrait libérer beaucoup de carbone. Et c'est un peu ce qui se passe avec le réchauffement climatique aussi, ça peut libérer du carbone. Après, les exploitations de montagne, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont très extensives. Donc la seule source d'émission, c'est la rumination des animaux. Mais ils ont très peu d'intrants. Il n'y a pas de produits phytosanitaires, de fertilisation minérale. Donc ils émettent assez peu de carbone. Donc l'un dans l'autre, entre les émissions et le stockage, ils ont un bilan qui est plutôt meilleur qu'ailleurs. Ils ont un bilan qui est quasiment net dans certains secteurs. Mais voilà, avec ce risque qu'on a beaucoup stocké, donc il faut faire attention à ne pas libérer le carbone qui a été stocké. Au-delà des services rendus par ces activités pastorales, les acteurs sont également confrontés à de multiples enjeux territoriaux. Clairement, plus on est loin des villes, plus la gestion de l'espace pastoral va être centrée sur une valorisation fourragère et en eau. Et ce sera l'enjeu prioritaire. Et plus on se rapproche des villes, plus on va avoir à composer avec des activités de multi-usage, récréatives, activités de pleine nature. Vous prenez typiquement le fort de Comboire, qui est sur Cessin-Clé. C'est juste derrière le centre commercial de Comboire, c'est la montagne qui est derrière. On nous a demandé de faire un diagnostic pastoral. Et on voit bien que le premier frein aux usages, c'est les activités de pleine nature, les conflits d'usage avec les usagers. Donc ça, forcément, il y a des endroits, c'est des écosystèmes prairiaux qui peuvent être pâturés. Ils le sont, par des chevaux et potentiellement par des moutons, je prends cet exemple-là. Il y a du loup, donc ça veut dire qu'il faut protéger. Si on protège, on met des chiens. Si on met des chiens, on va vers des conflits d'usage avec les pratiquants d'activités de pleine nature. Et que ce soit de la course pendant 1 heure, une fois par semaine ou tous les jours, y compris tôt le matin, ou le chien qu'on va promener le soir avant d'aller se coucher, quoi. Donc c'est tous ces usages-là qui sont à prendre en compte. Ce partage des espaces constitue l'un des grands enjeux de la pratique pastorale en montagne. Il y a plein d'enjeux sur le pastoralisme, mais oui, les grands enjeux, il y a la prédation, qui a beaucoup augmenté et qui change beaucoup les façons de conduire et de protéger ces troupeaux. La cohabitation des usages, on a beaucoup parlé dans le festival, mais voilà, depuis le Covid, ça a encore plus explosé. Et avec les chiens de protection, en fait, c'est les cumuls des impacts qui fait que ça devient compliqué.
de rajouter et le changement climatique où il faut gérer ça et le tourisme et la prédation. Voilà, la prédation ça fait qu'il faut des chiens de protection. Le tourisme avec les chiens de protection c'est compliqué. Donc c'est quand on cumule ces impacts-là que ça peut devenir insoluble. C'est pour ça que jusqu'à maintenant on avait un berger. Et cette année on a embauché un couple de bergers. Et il y a le 2/3 d'un temps qui est sur de la médiation. Donc c'est nouveau. Il faut trouver des bergers qui sont des fois pas très excités, qui aient cette envie de parler. Et c'est pas des fois simple, hein. Des fois c'est arrivé que les bergers se fassent insulter parce que on pouvait pas passer, il y a le chien de protection. C'est de plus en plus compliqué, le partage des espaces, ça devient un gros problème. Depuis la Covid, la fréquentation de ces espaces a explosé. Ces nouveaux usagers, qui ne sont pas forcément locaux, sont parfois seulement à la recherche de performances sportives. Et bien sûr, l'activité pastorale en pâtit. Qu'en est-il du changement climatique, abordé plusieurs fois par nos intervenants ? Quels impacts celui-ci a sur ces environnements et sur la réalisation et l'accomplissement des pâturages ? Et le problème du changement climatique, c'est qu'on ne sait jamais quand on monte, est-ce qu'on va avoir une saison humide, est-ce qu'on va avoir une saison sèche, est-ce qu'on va manquer d'herbe au début, Cette année, on est monté, il n'y avait pas beaucoup d'herbe, et finalement, on est descendu, on a laissé de l'herbe. Et puis, c'est un travail supplémentaire au berger de gérer l'herbe. Alors, on est sur un alpage qui a pas de grosse différence d'altitude. En bas, on est en 1400, en haut, on est à 1750, donc on n'a pas de quartier d'août, nous. Le quartier d'août, c'est la haute altitude, c'est à plus de 2000, où il manque 3 semaines. Donc il faut que le berger gère constamment, que les bêtes elles tournent un peu de partout sur l'alpage. C'est de moins en moins de ressources d'herbe. Et puis souvent, on s'aperçoit que c'est quand on arrive, que si on a eu des gelées très tard et puis pas des pluies assez abondantes, on arrive où l'herbe elle démarre juste, et des fois ça coince. Et puis au mois d'août, ça grille très très vite aussi. Nous on a un quartier qui est plein sud. L'été, c'est pratiquement plus besoin de le faire manger, hein, c'est tout grillé. Hein. C'est une gestion de l'herbe qui est de plus en plus difficile. Et puis une diminution du nombre de bêtes qu'on mettait, c'est tout. Hein. Moins d'herbe, moins de bêtes. Et on a même diminué un peu notre temps d'alpage. Grosso modo, on a perdu 15 jours sur une année. Alors, si on résume, ça donne quoi ? Eh bien, les ressources en herbe, mais aussi la ressource en eau, sont, entre autres, des éléments fortement impactés par le changement climatique. Tout ça, ça se répercute sur la durée de saison de l'alpage, mais aussi la taille du troupeau que le berger décide de mener en altitude. Donc, le berger doit non seulement adapter les parcours de transhumance selon là où se trouvent les ressources, mais en plus respecter certaines zones à défendre pour les espèces protégées ? Exactement. Et à ça, s'ajoutent aussi les conflits d'usage avec les fortes fréquentations liées au tourisme et à l'activité sportive. Malgré tout, les alpages perdurent au fil des années. Ça montre bien la résilience de ces actrices et acteurs, mais aussi la variété de paysages et la richesse de ces espaces en biodiversité. C'est déjà la fin de notre aventure dans ce monde des alpages. Nous espérons que ce podcast vous rendra plus attentif à la mosaïque de paysages visibles sur nos montagnes quand vous les traverserez. Dans le prochain épisode, direction Lac Lusa pour découvrir ce qui peut bousculer l'exploitation des montagnes.